Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de cette émission, le dernier de cette semaine. Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine, a déclaré ce jeudi le président des États-Unis, Joe Biden, lors d'une conférence de presse à l'occasion d'une visite officielle en Finlande. De l'autre côté, le président russe a lui assuré qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aggraverait les tensions internationales. Mamadou Diouf, bonsoir. Avec vous, nous allons tenter de décrypter cette actualité. Bonsoir Charlotte. Les deux dirigeants sont-ils, avec cette déclaration, dans des stratégies de communication ou de dissuasion? Il y a du tout dedans. Vous avez un Biden qui a besoin de tranquilliser son opinion publique, puisque c'est de l'argent public américain qu'on met comme soutien à l'Ukraine. Il faut pouvoir justifier ce qui est fait. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette option en disant que la Russie a perdu la guerre. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils disent que l'Ukraine a gagné la guerre. Pourquoi aller chercher la Russie? Alors que c'est l'Ukraine qu'ils soutiennent, ils n'ont qu'à dire que l'Ukraine a gagné la guerre. Pourquoi ils ne le disent pas? En fait, il y a plusieurs choses. Soit il était endormi, comme le dit Trump, il s'est un peu trompé, il a dit quelque chose sans s'en rendre compte. Soit il est dans la stratégie pour pouvoir faire croire aux gens que oui, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, on va parvenir à vaincre la Russie. Et comme je le dis tout le temps sur ce plateau, moi je n'y crois pas et il n'y a pas grand monde pour y croire, sauf s'il y a d'autres problèmes à l'intérieur de la Russie. Poutine répond également dans la même posture, puisqu'il ne faudrait pas que ces soldats soient démobilisés, démoralisés par quelqu'un qui dit ils ont gagné la guerre et qu'eux, ils se trouvent en situation où on va se dire mais attendez, pourquoi continuer à faire la guerre? Mais c'est juste une déclaration stratégique. C'est également une déclaration pour un peu, j'allais dire, calmer l'ardeur du président ukrainien qui a dit que ce qu'ils font est absurde et il a parfaitement raison. Il y a tous ces éléments qu'on peut voir au niveau de la déclaration du président Biden et la Russie ne fait que faire une déclaration contraire pour ne pas laisser la communication de Biden passer. En même temps, Mamadou Diouf, cette déclaration intervient au lendemain d'une livraison importante de missiles à l'Ukraine. Oui, il est vrai qu'on en a parlé ici, la France l'a fait, les États-Unis ont envoyé des bombes qui ont des munitions multiples, etc. Ça ne résout pas le problème. Ça fait combien d'années qu'on donne des armes à l'Ukraine? Est-ce qu'il y a une victoire déterminante que l'Ukraine a déjà obtenue dans cette guerre depuis 18 mois? Mais il faut lire la réalité. Si l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, mais il faut abréger la souffrance des Ukrainiens. Il faut abréger la destruction de l'Ukraine. Aller dans le sens de la négociation, puisque eux tous l'envisagent, mais bon, personne ne veut baisser la tête le premier. Parce que dans ce genre de situation, c'est ça. Personne ne veut baisser la tête le premier, parce que même les Russes, même s'ils sont présentement dans une position favorable, même les Russes sont fatigués par cette guerre. Même Poutine va vouloir sortir de cette guerre, mais si chacun veut sortir la tête haute, ça va poser problème. Il faut qu'ils s'asseyent pour faire une sorte de paix des braves, pour arrêter cette guerre qui, à mon avis, n'avait pas de raison d'être et n'a également pas de raison d'être actuellement. Alors, est-ce que Moscou finira par négocier face à la contre-offensive ukrainienne, comme l'estime Washington? C'est le souhait du président américain. Et derrière la contre-offensive également, c'est ce qui se cachait. Comment faire pour que l'Ukraine obtienne une victoire assez significative et que, partant de cette victoire, qu'on aille dans le sens de négocier, en voyant l'Ukraine récupérer déjà une partie de son territoire. Mais jusqu'à présent, où on a vu cette victoire significative? Mais la seule victoire dont on aurait pu dire qu'elle est significative, ce n'était pas des combats, c'est les Russes qui ont décidé de quitter un espace. Les Ukrainiens sont venus, c'était même plutôt un piège, ils les ont bombardés par la suite. Donc lui, c'est ça son souhait, qu'on puisse avoir quelque chose qu'on va présenter un peu à la communauté internationale comme une victoire, puisqu'il parle de gagner, et aller dans le sens de la négociation, puisqu'il le dit clairement, à un moment ou à un autre, il va falloir négocier. Donc c'est clair que la négociation est déjà dans les tiroirs. Maintenant, à quel moment, c'est ça qui reste.
L'OTAN se félicite de la mobilisation aux côtés de l'Ukraine. En même temps, le président Zelensky se dit déçu de n'avoir pas obtenu, du moins son calendrier de son adhésion dans l'OTAN. Est-ce que les priorités ne sont pas les mêmes pour les alliés? Mais c'est ce qui est bizarre dans cette affaire. Zelensky n'a jamais été satisfait comme il l'a demandé. On l'a toujours satisfait avec du retard ou bien en lui donnant moins que ce qu'il a demandé. C'est comme ça que ça s'est toujours passé dans cette guerre. Il demande par exemple les avions F-16 depuis le départ. Jusqu'à présent, on ne lui remet pas les avions. Non seulement on ne lui remet pas, mais ces soldats devraient être formés d'abord au pilotage de ces avions avant qu'on ne leur remette les avions. Même ce pilotage-là, cette formation est en train de traîner les pieds. Mais c'est pourquoi il dit qu'il est effectivement déçu, parce que finalement, c'est sur le territoire ukrainien que se fait la guerre. Ce sont les Ukrainiens qui meurent. C'est vrai qu'il y a quelques mercenaires venus de quelques pays qui sont là-bas. Il y a quelques instructeurs également de ces pays alliés. Mais concrètement, ce sont les militaires ukrainiens, ce sont les civils ukrainiens qui perdent la vie. Mais le président va attendre jusqu'à quand? Ses alliés ne comptaient pas sur une Ukraine qui gagne la guerre. Ils pensaient pouvoir faire la guerre pour créer des problèmes à la Russie et à Poutine en particulier. Malheureusement, les résultats sont contraires. On pensait pouvoir l'écraser sur le plan économique, mais la monnaie russe connaît aujourd'hui une évolution. Elle monte de pratiquement 8% par rapport au dollar. Elle connaît également une évolution par rapport à l'euro. Elle monte de 18%. Mais si c'est par les sanctions économiques qu'on voulait passer pour obliger Poutine à reculer, ces sanctions n'ont pas encore donné des résultats. Au contraire, Poutine est en train de se débrouiller. Ils disent même qu'ils vont sanctionner certains pays parce qu'ils se rendent compte que même certains matériels sophistiqués qu'on disait que plus personne ne devait le vendre à la Russie, il y a des pays qui en vendent. On soupçonne même la Suède de faire partie des pays qui font ce trafic. Ne parlons pas de l'Inde et autres où on va prendre du pétrole russe qu'on remet sur le marché international, etc. Mais ça veut dire que les sanctions n'ont pas marché. Militairement, ils ont appuyé l'Ukraine. L'Ukraine a du mal à vraiment prendre pied dans cette grande offensive dont on parle. Et pour le moment, sur le terrain, ça n'a pas véritablement donné de résultats. Mais quand même, ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Ils doivent pouvoir savoir qu'il faut arrêter cette guerre-là, tout simplement. Et justement, Mamadou Diouf, est-ce que le manque de ressources et des difficultés économiques peuvent, à la longue, considérablement avoir raison de ce conflit? Mais bien sûr. Dans les guerres, par moment, on s'arrête. Ce n'est pas la guerre qui s'arrête. On s'arrête. Puisque vous voyez déjà tout ce qui a été mis du côté de l'Ukraine. La Russie, certainement, a fait la même chose. Donc, comme on dit, le nerf de la guerre, il est là. Chacun a mis énormément d'argent dans cette affaire et c'est eux ce qu'ils avaient compris en voulant sanctionner la Russie, en se disant que si la Russie n'a pas d'entrée sur le plan financier, la Russie ne pourra pas continuer la guerre. Donc, ce volume financier fait partie de la guerre. On ne peut pas faire la guerre quand on n'a pas les moyens de faire la guerre. Le matériel militaire coûte excessivement cher, tout le monde le connaît, alors que pendant la guerre, ce matériel, il est détruit. Regardez tout ce matériel amené de l'Occident, de l'OTAN que les Russes ont détruit. Regardez tous ces chars russes qui ont également été détruits par les Ukrainiens. Mais quand vous mettez ensemble, c'est des milliards qui sont partis en fumée pour une guerre qui ne réglera pas du tout ni le problème de l'Ukraine, ni le problème de la Russie. Donc ça veut dire simplement que dans la situation actuelle, il faut que des deux côtés, y compris les soutiens, qu'on fasse régner la raison et qu'on arrête cette guerre. D'ailleurs, on le voit quand Macron allait dire au président chinois de faire de la médiation, alors que la France se poste comme un soutien indéfectible de l'Ukraine. Quand Biden envisage des négociations, si l'Ukraine parvient à avoir une victoire de façon symbolique, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas le dire, mais eux également, ils commencent à être essoufflés sur le plan économique. Contrairement à la plupart de ses alliés, Volodymyr Zelensky a son premier mandat à la tête de l'Ukraine. Avec cette guerre, c'est un début compliqué pour lui en tant que chef de l'État? Oui, c'est compliqué, puisque quand on est président d'un pays et que le pays se trouve en situation de guerre, quel que soit le mandat, d'abord, le pays n'évolue pas. Pour le cas de l'Ukraine,
c'est l'Ukraine qui est le théâtre des opérations. Il n'y a pas de destruction sur le sol russe, puisque même les armes qu'on met à sa disposition, celles qui sont des armes de longue portée, qui auraient permis de tirer sur le territoire russe, on lui interdit, en faisant usage, de viser le territoire russe. Ce qui veut dire que même quand l'Ukraine doit tirer sur les Russes, l'Ukraine va tirer sur son propre territoire. Mais si ces Russes étaient dans un bâtiment ukrainien, mais en bombardant le bâtiment, vous tuez les Russes, mais vous détruisez également un bâtiment qui est un bâtiment ukrainien. Mais ça fait qu'à un certain moment, où est la logique dans la continuation de cette guerre pour l'Ukraine? Pour la Russie, on peut comprendre, puisque tu as toute une coalition qui est contre, mais pour l'Ukraine, qu'est-ce qui pousse Zelensky à vouloir continuer cette guerre? Vous demandez des armes que vous n'avez pas, ou que vous n'avez pas à temps. Vous avez des alliés à qui vous avez demandé dès le départ une couverture aérienne pour empêcher à la Russie de pouvoir bombarder. Vous ne l'avez pas obtenu parce que Zelensky avait demandé ça dès le départ. Ça aurait pu donner à la guerre un autre tournant. Rien n'a été fait sur ce plan. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend encore de ses alliés. S'il veut attendre qu'on détruise complètement son pays, mais s'il va continuer à être président, il sera président de quel pays? Un pays ruiné, détruit, endetté, parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent dans de l'illusion également. Tout ce que l'Ukraine reçoit, tout n'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit. Au même moment, Moscou s'inquiète aussi de la capacité des armes livrées ou en attente de livraison à Kiev. Oui, l'inquiétude ici concerne surtout les F-16 que le président ukrainien demande depuis fort longtemps et qu'on ne lui a pas donné. Bon, ce sont des avions de chasse très efficaces qu'on a vu déjà dans d'autres théâtres d'opération. Donc les Russes connaissent très bien ce genre d'avion. Mais Moscou également est dans la surenchère. Il ne parle pas de l'avion de chasse seulement, mais il parle du fait que c'est des avions qui peuvent porter des ogives nucléaires. Comme le déclare son ministre, voilà. Sergueï Lavrov. Donc eux, ils se positionnent là-bas comme pour dire, attendez, nous, si vous utilisez ces avions, on considère que c'est une menace nucléaire. À une menace nucléaire, on répond par quoi? Mais on répond par du nucléaire. C'est une façon de dire aux gens, attendez, si vous voulez donner ces armes, nous on considère qu'on rentre dans le nucléaire. Et comme Poutine a toujours dit qu'il est prêt à utiliser ces armes nucléaires pour défendre la Russie, ça va faire réfléchir encore les gens avant d'accepter de livrer les F-16 à Zelensky. Pour une sortie de crise, doit-on s'attendre à un règlement, à une négociation entre les deux protagonistes? Une guerre se termine obligatoirement par des négociations. Parce que Poutine a fait ce qu'il a à faire, les zones russophiles, il a organisé des référendums et tout ce qu'on veut. Mais bon, tout ça, ça concerne la Russie. À la fin de la guerre, il faut qu'on repose le problème de la frontière. Il faut qu'on repose le problème de la frontière. Est-ce qu'on va considérer ces territoires comme faisant partie de la Russie? Est-ce qu'on va les considérer comme des territoires autonomes par rapport à l'Ukraine? Est-ce qu'on va les considérer comme des territoires? Il faut obligatoirement qu'on s'asseye. Vous avez les prisonniers, il va falloir échanger les prisonniers. Parfois même certains corps qu'on a eu à garder dans des hôpitaux, il faut échanger les corps des défunts, etc. Obligatoirement, ils finiront par s'asseoir autour d'une table pour décréter la fin de la guerre, mais également les conditions dans lesquelles la guerre va se terminer. Le président américain Joe Biden a effectué une visite en Finlande. On sait que la Finlande vient de faire son entrée dans l'Alliance Atlantique. Cette visite, elle est symbolique? Oui, elle est symbolique. Mais c'est ça que l'Ukraine veut. En fait, c'est un peu aussi ça le paradoxe. Ce que l'Ukraine veut, c'est qu'on intègre l'Ukraine et que les gens viennent visiter une Ukraine qui est à l'intérieur de l'OTAN. Bon, on est allé en Finlande. Bon, la Finlande également est frontalière à la Russie. C'est une façon de dire à la Finlande, nous vous protégeons, nous sommes là, il n'y a rien à craindre, puisque la Finlande fait partie actuellement de l'OTAN. Mais Zelensky en particulier aurait bien voulu que ce soit l'Ukraine qui rentre au niveau de l'OTAN et que la visite se fasse à Kiev, mais pas en Finlande. L'attente peut être longue? Elle peut être longue comme elle peut ne pas l'être. Si la guerre continue, l'attente va être très longue. Puisque je ne vois pas l'OTAN accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est déjà contraire à leur texte. Un pays en guerre ne peut pas être membre de l'OTAN. Je ne les vois pas fausser ce texte parce que laisser ce texte de côté
faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite, cela veut dire que les États-Unis, la France, l'Union européenne, tous déclarent la guerre à la Russie. Alors que dans ses déclarations en Finlande, il n'a pas dit qu'on a la victoire seulement, il a dit quelque chose également qui doit retenir l'attention. Il dit que l'Alliance ne cherche pas la confrontation avec la Russie. Il l'a dit clairement. L'Alliance ne cherche pas la confrontation avec la Russie. Il a précisé également qu'ils ont maintenu ouverts les canaux de communication avec Moscou. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'est-ce qu'ils attendent. Ils n'ont qu'à aller à la négociation tout simplement. Maintenant, les médiations n'ont pas trouvé de solution parce que, bon, pour le moment, ceux qui viennent pour faire la médiation ne sont pas en mesure de pouvoir faire pression des deux côtés. Ça fait que la médiation est en train de traîner les pieds. En Finlande, le président Joe Biden a également déclaré la question n'est pas de savoir s'ils doivent ou non adhérer à l'OTAN, mais quand ils pourront adhérer, ce sera fait. Ça confirme cette prudence de l'Alliance. Oui, c'est très politique. Dire à Zelensky, non, vous n'allez pas adhérer, pendant que vous le soutenez, pendant que vous lui dites qu'on va assurer votre sécurité sur la longue durée, ça pose problème. Raison pour laquelle on dit non, le principe est acquis, c'est un peu ça. Mais quand le principe est acquis, on donne un agenda. On dit la procédure, on dit les conditions. Mais quand vous regardez dans ce qu'il a dit, il n'a même pas dit le principe est acquis, il a mis l'adhésion de l'Ukraine dans le futur. Quel futur? Proche? Lointain? Il n'a rien précisé. Et c'est pourquoi Zelensky considère que cette façon de dire que l'Ukraine va adhérer sans pour autant qu'il y ait un agenda, à la limite, ce n'est pas du sérieux. Vladimir Poutine prévient des risques qu'engendre la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine. C'est au risque que la situation extrêmement tendue actuellement s'aggrave davantage. Mais bien sûr, beaucoup d'analystes militaires s'inquiètent avec la question de ces F-16 qu'on a livrés à l'Ukraine. Puisqu'ils disent, attention, Poutine est un Trump imprévisible. Vous le mettez dans certaines situations, il fait usage de l'arme nucléaire. Et s'il en fait usage, je ne suis pas sûr que les autres vont répondre avec l'arme nucléaire parce que ce sera une autodestruction. Mais en ce moment, cela aurait servi à quoi? Mais à absolument rien. Mais encore une fois, pourquoi vouloir que cette guerre aille plus loin avant d'entamer les discussions? Ils n'ont qu'à entamer les discussions sans pour autant utiliser les F-16, sans pour autant qu'on soit dans une perspective de il utilisera ou il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Parce que quand on entendra qu'il utilise l'arme nucléaire, mais je me demande, il y aura combien de personnes là-bas pour assister en ce moment à la discussion? Mais pourquoi attendre le pire pour avoir quelque chose qu'on peut obtenir aujourd'hui sans pour autant passer par le pire? Il faut qu'on arrête avec cette logique de guerre entre la Russie actuellement et l'Ukraine, qu'on aille plutôt dans la logique des Nations Unies, parce qu'on oublie même cette organisation, parce qu'elle est bloquée au niveau du Conseil de sécurité, parce que les États-Unis sont là-bas, la Russie est là-bas, la France est là-bas, et chacun à son côté dans la guerre. Mais cette logique, c'est de résoudre les conflits par le dialogue, pas par la guerre. Mais qu'on utilise ces principes des Nations Unies pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Et l'adhésion à l'OTAN, c'est une garantie de se retrouver à l'abri de l'ennemi. La Finlande, la Suède, tous ces pays qui ont couru pour aller rentrer dans l'OTAN, c'est parce que en regardant ce que la Russie a fait depuis la Tchétchénie, parce qu'on oublie la Tchétchénie, en récupérant en quelque sorte des territoires qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique, eux-là ont commencé à se demander, mais attendez, est-ce que quand il va finir là-bas, il ne va pas venir chez nous? Donc des pays qui étaient plutôt réticents à être membres de l'OTAN sont allés rapidement se mettre, j'allais dire, sous le bouclier de l'OTAN. Parce que la Finlande devenant membre de l'OTAN, si la Russie attaque la Finlande, la Russie a attaqué l'OTAN. Et là, ça fait qu'avant d'attaquer l'OTAN, la Russie va réfléchir. C'est la même chose pour l'Ukraine, c'est ce que l'Ukraine cherchait. Aller se mettre sous l'OTAN pour être sûr que quand je vais être attaqué, les autres viendront avec des hommes et du matériel pour qu'on attaque ensemble la Russie. Ça n'a pas été le cas et la Russie n'a même pas attendu que Zelensky puisse rentrer au niveau de l'OTAN.
Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Restez avec nous dans un instant sur Niwa d'Info 1. Vous suivrez l'interview exclusive du 14 juillet où je reçois l'ambassadeur de France au Togo, avec qui nous allons ensemble aborder les relations bilatérales entre Lomé et Paris.